Bienvenue sur Anticosti, la plus grande île du Québec, située dans le golfe du Saint-Laurent. Si nous sommes dans cet endroit paradisiaque aujourd'hui, c'est ironiquement pour vous parler d'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de notre planète. De nos jours, Anticosti est un véritable jardin d'Éden. Elle a une superficie 15 fois plus grande que l'île de Montréal, mais ne compte que 300 habitants. Sa longueur impressionnante de 222 km équivaut presque à la distance entre Québec et Montréal. Les seules façons de s'y rendre sont par bateau et par avion, mais ces moyens de transport ne visitent pas l'île quotidiennement. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023, son histoire est complètement captivante. Et je ne parle pas seulement ici des quelques 400 naufrages qui se sont déroulés dans les eaux traîtresses qui l'entourent. Non, je vous parle d'événements beaucoup plus anciens et carrément épiques. Ce qui rend cette île si exceptionnelle, ce sont ses roches, qui datent de la fin de l'Ordovicien et du début du Silurien, il y a environ 443 millions d'années. Ces roches sont les rares témoins d'une terrible catastrophe, la première grande extinction massive de l'histoire de notre planète. Pour aller à la rencontre de ces roches fascinantes, nous rejoignons Daniel Morin, guide spécialisé d'Anticosti. Présentement, on est dans le parc national, on est à Baie-de-la-Tour, on est dans l'est de l'île, sur le côté nord. Et comme on peut voir, les falaises sont assez abruptes, la plage creuse rapidement. On est dans les plus vieilles formations rocheuses de l'île, dans l'Ordovicien. Donc, c'est bien avant l'extinction de masse. On a des fossiles qui sont assez gros, qui sont bien préservés. C'est pas seulement dans le contour de l'île où on trouve des fossiles, n'est-ce pas, Daniel? Non, puis c'est le côté intéressant. Il y a une bande aussi qui se trouve faire partie de la réserve de biodiversité qui coupe l'île dans sa largeur. Il y a la rivière Vauréal et l'observation qui rejoignent à la tête pratiquement la rivière Jupiter. Et la rivière c'est là où on se trouve. C'est là où on est présentement. Et la rivière Jupiter, elle, se déverse du côté sud. Donc, du nord au sud, si on relie les deux rivières, ou à peu près, bien, on se trouve à avoir une coupe de plusieurs formations rocheuses aussi. On s'en va toujours dans une époque plus récente. Donc, on passe de 447 millions d'années à 437 à l'extrémité sud. Hey, regarde ça! C'est magnifique. Elle est couverte de fossiles, cette plaque. Oui, des coraux ici, des petits brachiopodes. Puis regarde ça aussi, là, ça ressemble à quelque chose dans le groupe des hydres. La grande extinction massive de la fin de l'Ordovicien peut nous sembler très lointaine, et elle l'est, mais les ondes de choc de ce cataclysme se font toujours ressentir dans le présent. Chaque année, des scientifiques du monde entier visitent l'île dans l'espoir de mieux comprendre la terrible extinction massive qui a décimé la vie sur notre planète il y a 443 millions d'années. Pour nous expliquer ce phénomène, nous sommes accompagnés par André Desrochers, géologue stratigraphique et paléontologue à l'Université d'Ottawa. Le professeur Desrochers est le grand spécialiste lorsqu'il est question du lointain passé d'Anticosti. Donc ici, on est vraiment au début de l'enregistrement de cette histoire-là qui est fascinante, qui est la première extinction massive de la vie sur Terre. Pendant tout l'Ordovicien, ce qu'on sait, c'est que les mers se sont refroidies de façon générale à l'échelle globale. Les mers étaient très, très chaudes
avant l'Ordovicien. Donc, on parle vraiment d'une mer tropicale. On parle d'une mer tropicale, tout à fait, une mer peu profonde. Ça pourrait être comparé aux Caraïbes, par exemple? Ça pourrait être, oui, comparé aux Caraïbes, les Grands Bahamas, les Grandes Barrières récifales, on est dans ces mêmes environnements-là. Les paléontologues comprennent l'Ordovicien comme une grande période de biodiversification, juste avant une catastrophe majeure. La première, qui va être celle où près de 85 des animaux marins disparaissent. Et quand on dit rapidement, ben c'est pour un géologue. Oui. Donc, on parle d'environ 1 million d'années. C'est un intervalle de crise. Puis là, rappelez-moi, on parle vraiment de roches qui ont plus de 400 millions d'années. On parle de roches qui ont 447 millions d'années parce qu'on est ici du côté nord de l'île d'Anticosti. C'est une formation qu'on appelle la formation Vauréal. On a donné un nom à cette formation-là qui est typique du secteur autour de la rivière Vauréal. Ces roches-là nous racontent la saga d'animaux disparus depuis très longtemps, qui vivaient dans un océan disparu depuis très longtemps. C'est ça, Anticosti, dans le fond. C'est un coup d'œil dans un monde qu'on n'aurait même pas pu soupçonner si ces roches-là n'étaient pas là pour nous le raconter. Tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, ailleurs, en Amérique du Nord, il n'y a aucune roche à peu près de cet âge-là qui est préservée. Donc, on a un enregistrement d'évolution de la vie sur Terre qui est unique au monde. Un vrai trésor. Alors, Daniel, on est dans le canyon de la Vauréal ici. Puis on est à côté d'un endroit vraiment impressionnant. Il y a eu un énorme éboulis ici. Là. Il y a des morceaux de la falaise qui se sont détachés puis qui sont tombés. C'est fantastique de pouvoir voir le fond marin qui n'a pas été érodé, là, des belles plaques comme ça. Fait qu'on voit des traces d'animaux. C'est exceptionnel de voir ça. Ils sont dans un état de préservation incroyable. On en a trouvé, n'est-ce pas, quelques-uns pendant notre marche. Puis j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Est-ce qu'on peut commencer avec ces deux-là qui m'intriguent particulièrement? Oui, bien, ça se trouve être des éponges. Si on regarde, on a une belle vue ici en coupe. On voit l'intérieur de l'éponge. Il y a de la calcite à l'intérieur et ça croissait comme ça sur le fond de la mer. Elle grossissait en diamètre et en hauteur. Ça faisait une espèce de forêt. C'est un animal quand même, là, une éponge. C'est pas un végétal, mais ça devait faire des espèces de colonnes, des espèces de cierges là, dans une zone peu profonde. Puis il y a celui-là aussi que tu as trouvé qui est vraiment superbe, qui est un céphalopode. Oui, ça, honnêtement, quand je l'ai vu... J'étais très excité. Oui, il retourne. On voit aussi de l'autre côté, là, c'est une belle section qui n'est pas trop brisée. Fait que c'est la partie qui est dure qu'on voit. Il y avait des tentacules, là, c'est une espèce de pieuvre. C'est vraiment impressionnant comme dimension parce que là, c'est juste une partie encore. Là, une section de ce très, très long coquillage dans lequel il se cachait. Puis ici, bien, ça nous donne une idée du diamètre que ça devait avoir. Ça devait être là, ce qui est quand même impressionnant. Pour en apprendre plus sur les victimes de cette extinction planétaire, nous rencontrons Pascal Daou, responsable de la recherche pour le projet UNESCO sur l'île d'Anticosti. Donc ici, on a une représentation idéale de la mer qui était Anticosti lors de l'Ordovicien, c'est-à-dire avec assez de soleil, donc les rayons de soleil qui percolent dans l'eau, des nutriments, l'oxygène. Est-ce qu'ici, ce n'est pas une magnifique éponge qui pousse en colonne? C'est une éponge qu'on appelle Olaceratidea. Donc, elle est connue parce qu'elle peut être très, très large, mais très, très haute, jusqu'à 4 mètres de hauteur. C'est incroyable. Et on la reconnaît aussi parce qu'elle ressemble à un arbre. Donc, elle a vraiment des bosses tout le long de son tronc. Ce que je reconnais également là-dedans, bien évidemment, on a nos magnifiques céphalopodes ici, Orthoceras, avec leur beau... coquillage tout droit en forme de cône. C'était les grands prédateurs de l'époque. Donc, eux, il fallait se cacher quand ils arrivaient dans le décor. Oui, puis certains d'entre eux atteignaient des tailles impressionnantes. Ici, on a le superbe trilobite dont je te parlais. On a vraiment un spécimen complet. Il est vraiment beau, hein? Oui, puis c'est rare qu'on les retrouve aussi complets et articulés comme ça. Il est magnifique. Après ça, on a aussi nos superbes amis, les crinoïdes. Donc, celles qui peuvent être hautes, avec
Là, on met une branche en haut. Oui, là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement la tige, on a aussi les tentacules. Là. C'est magnifique. À Anticosti, on a 2 grandes sortes de coraux. Donc, celui que tu as dans ta main et celui que j'ai dans mes mains aussi, ce sont ce qu'on appelle des coraux tabulés. Ce qu'on a ici en avant de nous, on a ce qu'on appelle des coraux rugosés. Alors, quelle est la différence entre tabulé et rugosé? Donc déjà, on peut voir plusieurs différences à juste les regarder et en les observant, juste au niveau de leur structure. Donc ceux-là sont un peu plus gros et par la même occasion deviennent plus gros. Donc ça, c'est pas la forme finale de ces chers coraux-là. C'est juste un fragment. C'est juste un fragment, en effet. Tandis que ces coraux-là sont beaucoup plus petits. Puis encore une fois, sur Anticosti, magnifiquement bien préservé. On voit tous les petits détails, les motifs, les textures. Ici, on a carrément l'impression de regarder le fond de la mer tel qu'il était à l'époque, comme s'il n'avait jamais été touché. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que ce corail-là, il a été scié pour qu'on puisse voir les motifs à l'intérieur. C'est tout poli, c'est très beau. C'est incroyable. C'est un lit de crinoïdes. Il y en a partout, partout, partout. Puis il y a des segments qui sont quand même longs puis bien préservés. C'est incroyable de voir ça. C'est extraordinaire. Oui, On ils est sont au là, royaume des crinoïdes. ouais. Ben, ils sont là, pas par milliers, ils sont pas là par millions. Oui. Par millions. Et si tu te rapproches, là, on peut vraiment voir qu'il y en a qui sont désarticulés, comme ici. Ça ressemble à les céréales, les Cheerios. Ou bien, on en a qui sont articulés, où est-ce qu'on a vraiment la tige avec les différents disques, les uns par-dessus les autres. Tu peux voir que ce qu'il y a en majorité, c'est souvent des petits morceaux de la tige. Et c'est ça qui va rester plus souvent, parce qu'en Anticosti, on était sur la ligne des tempêtes. Et donc, les tempêtes, avec l'énergie, les vagues, ramassaient le fond, ce qui faisait en sorte que c'était souvent ça qui était préservé versus la tête avec les organes vitaux, par exemple. Crinoïde, créature incroyable, hein, qui a l'air d'une plante, mais qui en réalité fait partie du règne animal. On les a longtemps appelés les lys. De Lys mer. de mer. À cause de leur apparence là, à des plantes, mais ce sont des animaux, ce sont des échinodermes apparentés aux oursins, étoiles de mer. Il faut s'imaginer un organisme qui a des crampons, capable de s'asseoir solidement sur le fond marin, une tige qui permet de l'élever du fond marin et où il y a une espèce de calice, de couronne, où tous les organes vitaux sont, la bouche, et il y a des bras qui sont étendus pour capturer des particules qui, tranquillement, sont ramenées vers cette bouche-là et alimentées. Et les individus modernes, c'est quand même intéressant, mais ils n'ont pas nécessairement cette longue tige-là. Ils sont plus au niveau du fond de la mer. Ouais. Donc, mais ils sont Ils peuvent se mobiles. déplacer, c'est ça qui me jette à Exactement. terre, ouais. Ils se déplacent. Déplacer, Ouais. s'attacher, Exactement. se souder. Ils ont différentes techniques pour s'ancrer Oui. sur le fond marin. Là, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que les roches les plus basses, c'est les plus anciennes. Les roches les plus hautes, c'est les plus jeunes. Donc, quand vous lisez les roches, vous commencez par en bas, en montant comme ça. Puis là, c'est comme si on lit le temps qui passe, n'est-ce pas? Exactement. Puis ici, bien, on est au cœur, donc, de l'extinction. Alors, qu'est-ce que ces roches-là ont à nous raconter exactement? Cette histoire-là fait en sorte qu'il y a quelque chose qui s'est passé de façon abrupte. On a des roches avec des coraux, avec des bryozoaires, avec des brachiopodes envahisseurs, si on veut, de faune froide. Et tout d'un coup, on passe à d'autres types de roches. Donc, celles du bas se sont déposées sur plusieurs mètres sous la mer, alors que celles-ci, sous plusieurs dizaines de mètres. Oh, on est beaucoup plus profond, là. Très profond versus moins profond. Donc, le niveau de la mer aurait monté. Aurait monté, mais c'est un contact abrupt, ça veut dire il y a un événement excessivement rapide qui a causé. Et la seule façon, c'est d'avoir probablement à des milliers de kilomètres d'Anticosti une calotte glaciaire qui est en train de s'effondrer, de fondre rapidement et que le niveau marin monte là, à l'échelle globale. Et vous appelez ça un contact parce que c'est comme deux phénomènes géologiques qui se touchent Directement. pratiquement. Ouais. L'un par-dessus l'autre. OK. Non, je t'invite à mettre la main sous le contact et après ça, remettre ta main par-dessus le contact. La Et là, je viens de différence. voyager
de plusieurs milliers d'années. C'est des distances puis des périodes de temps tellement immenses que c'est même difficile de les Tout imaginer. à fait. Tout à fait. C'est fou comment les roches nous parlent quand on sait écouter. Oui, puis je trouve que c'est une belle leçon d'humilité aussi. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer cette extinction. Certains pointent du doigt une activité volcanique intense qui aurait mené à un important refroidissement et à la création d'une énorme calotte glaciaire au pôle sud. Là, on parle évidemment d'une période glaciaire qui n'aurait pas directement recouvert le Québec parce que nous, on était à l'équateur, donc c'était les pôles qui ont gelé. Mais on a quand même subi les contre-coups de ça. Tout à fait. On était à des milliers de kilomètres de ce centre de glaciation qui était sur le pôle sud. Il y avait un immense continent qui était capable de construire cette calotte glaciaire. Donc, on pense que cette calotte glaciaire a été capable de baisser peut-être 120 mètres le niveau marin, alors que ces mers, les mers tropicales, loin de ce centre de glaciation, étaient peu profondes. On peut s'imaginer qu'une baisse de 120 mètres va complètement assécher ces mers-là. Et donc, cette perte d'habitat va faire en sorte qu'on va accélérer la disparition, l'extinction d'organismes qui ont de la difficulté à survivre à ce stress. Cette extinction de masse aurait éradiqué 85 des espèces marines. Cela en fait le deuxième pire cataclysme de l'histoire de la planète. Imaginez toute la richesse des océans de l'Ordovicien, des écosystèmes débordants de vie, des animaux diversifiés, des coraux multicolores. Puis, au début du Silurien, il y a 443 millions d'années, ne subsistait plus que dévastation. De grandes étendues océaniques presque complètement dépourvues de vie. Notre planète aurait mis 5 millions d'années à se remettre de cette catastrophe d'une ampleur difficilement imaginable. C'est pourtant ce qui s'est produit et l'île d'Anticosti est le meilleur endroit sur Terre pour étudier les traces du désastre. Malgré l'ampleur de cette calamité, la vie a persisté et s'est diversifiée, menant à l'évolution des espèces qui peuplent actuellement notre planète. Donc là, après cet événement-là, notre fond marin qui était si vivant, là, on se retrouve avec quelque chose de désertique pratiquement, de dévasté. Et puis, lentement, pas vite, les écosystèmes vont revenir, des nouvelles espèces vont apparaître. Pour te donner des exemples concrets, on a ici à Chicotte des crinoïdes qui ont retapissé le fond marin en prenant le dessus. Donc, il n'y avait pas vraiment de compétition, donc ils ont vraiment pu prendre la niche écologique pour eux-mêmes. Donc, c'était des animaux qui étaient présents avant, mais Oui. que là, après l'extinction, là, ils deviennent dominants. Exactement. Et on peut aussi voir dans la formation de Chicotte, qui est la plus jeune, différents endroits, ça va être les crinoïdes qui ont pris cette niche écologique-là. Et à d'autres endroits, ça va être les coraux. Ah. Donc, dépendamment de l'environnement en tant que tel, comme il disait, pour les changements au niveau de la chimie de l'océan, le niveau de la mer, la température, une espèce en particulier va prendre le dessus. Puis cette histoire extraordinaire-là qui a affecté toute l'histoire de la vie sur notre planète, c'est ici, à Anticosti, qu'on en voit les plus belles traces, puis qu'on est le mieux placé pour étudier les détails de cette catastrophe-là, puis comment ça a affecté les espèces marines. Et c'est d'une tristesse infinie, évidemment, une extinction massive, sauf que force est d'admettre que sans celle-ci, la vie sur Terre ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça me permettrait d'ajouter 2 points face à ça. Le premier étant qu'on a remarqué, avec nos 5 grandes extinctions de masse, à chaque fois, on avait un regain de la vie et donc notre entonnoir ne faisait qu'augmenter. Donc ça, c'est l'effet positif des extinctions de masse. Donc la diversification et la complexification de la vie augmentent. Le deuxième point, donc Anticosti, en effet, est le meilleur endroit au monde pour observer la première extinction de masse. Et ça, on le sait parce qu'il y a eu une grande analyse qui a été faite sur les différents endroits où on a ces roches-là, de l'Ordovicien et du Silurien. Et donc, nous, comme André disait, on a vraiment une suite qui est complète et continue sur 1000 mètres.
Tandis que dans d'autres sites, ça peut être quelques mètres, quelques centaines de mètres, mais on est vraiment de loin le meilleur endroit en raison de différents critères. L'île d'Anticosti est un endroit enchanteur, paradisiaque. Toutefois, dans ces roches se cachent les traces d'une véritable hécatombe, la première grande extinction massive de l'histoire de notre planète. Pas étonnant que cet endroit ait été choisi comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qui sait quel autre trésor ces entrailles nous révéleront dans les prochaines années? C'est déjà tout pour cette fois-ci. Depuis la chute Vauréal, je vous dis à bientôt. Quand le temps est gris, que les vents sont violents, tu te sens trop petit pour vaincre seul l'ouragan. Dans l'obscurité, tu t'es égaré, sans personne pour t'aider. La seule personne c'est toi, et tu te dois d'avoir foi pour aller de l'avant face à l'océan. Même si tu as peur, n'oublie pas cette lueur, celle qui réchauffe le cœur. Et le phare éclaire encore, il éclaire sans jamais s'arrêter, offrant une lueur d'espoir aux pêcheurs égarés.